Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon émission Secret de Pige, une émission qui est faite par un conseiller immobilier et qui est faite pour les conseillers immobiliers, bien évidemment, puisque à chaque fois que vous pouvez regarder cette émission, à chaque fois, il y a des pépites qui sortent, à chaque fois, je vous présente des gens qui, d'une part, adorent ce qu'ils font et d'autre part, aiment partager leur science. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, en tapant justement Pige Immobilière, tout simplement sur Google, parce que l'émission s'appelle Secret de Pige. Et en fait, j'avais vraiment envie de rencontrer des gens qui avaient comme spécialité la pige immobilière. Et donc, j'ai tapé sur Google Pige Immobilière et je suis tombé sur Jonathan, et donc, je l'ai tout de suite invité. Dans un premier temps, il n'avait pas vu le message. Et c'est grâce à Ilyas, un conseiller immobilier qui est formé par Jonathan, parce que Jonathan est mandataire immobilier et en plus, il forme des conseillers immobiliers à ce beau métier. Et ben, c'est grâce à lui que j'ai pu finalement rencontrer Jonathan. Donc, je vous dis à tout de suite pour un secret de pige qui, à mon avis, va carburer à la pige immobilière. À tout de suite après le générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello Jonathan. Salut, tu vas bien? Ben, ça va, super. J'adore ton génie. C'est vrai? Bon, génial, ça met de la pêche. Ça met bien en jambes. T'as pas envie de dire de bêtises quand tu le vois. C'est ça, exactement. Ouais. On n'a vraiment pas envie de dire de bêtises. Et en plus, ça donne vraiment la pêche parce qu'en fait, je voulais vraiment amener un maximum de pêche dans cette émission. Moi, j'adore tout ce qui est mindset, j'adore tout ce qui est énergie, j'adore tout ce qui est développement personnel. Et pour tout te dire, en fait, je me suis inspiré de quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Yann Raoult, qui est au Canada. Et à un moment donné, dans son générique, en fait, il fait un peu de boxe comme ça. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut pour Secret de Pige. Et donc, du coup, j'ai été chercher quelque chose qui ressemblait à ça. Voilà, je me suis pas mis les gants de boxe parce que je suis pas boxeur, mais par contre, j'ai voulu donner un peu d'énergie dans ce générique. Écoute, je suis vraiment heureux de te recevoir dans cette émission. On a, comme je l'ai dit, on a failli pas se voir. Et puis finalement, les grands esprits sont faits pour se rencontrer. Et finalement, grâce à Ilyas, on a pu se connecter. Et moi, en fait, ce que j'ai adoré tout de suite, c'est que j'ai vu tout de suite que tu étais un vrai pro. Sur Google, je dirais qu'il suffit de taper pige immobilière ou prospection téléphonique et je pense qu'on ne peut pas vraiment te louper aujourd'hui. Donc clairement, tu as une stratégie web qui est juste géniale parce que pour arriver là où tu es sur Google, je pense que déjà, faut être bien entraîné, il faut être un expert. Et d'autre part, Ilyas m'a dit aussi que tu étais extraordinaire en pige immobilière, en pige téléphonique. J'en fais pas trop parce que je veux pas te mettre la pression. Je veux pas te mettre la pression. Mais enfin voilà, on m'a dit que du bien de toi. Donc c'est vrai que j'ai du mal à avoir des gens qui peuvent m'expliquer réellement
une belle méthode, quelque chose de clair pour la pige immobilière, parce que souvent, ceux qui font la pige, en fait, c'est leur énergie qu'ils vont mettre par le téléphone, c'est leur façon d'être, c'est leur charisme qui fait qu'à un moment donné, ils arrivent à avoir du résultat. Mais il y en a pas beaucoup qui ont une vraie recette en disant, tiens, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu peux réussir à sortir des rendez-vous. Et donc, c'était intéressant en fait de t'avoir toi en tant que formateur immobilier et du coup en formateur prospection téléphonique également. Mm-hmm. Ben ouais, le plaisir est partagé en tout cas. Je suis super content d'être là. Franchement, j'ai répondu avec plaisir à ton invitation. C'est pas tous les jours qu'une chaîne de qualité me sollicite. Alors du coup, c'est avec grand plaisir que je suis là. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Je sais pas si j'ai une recette magique ou si j'ai la méthode. Je crois pas qu'il y ait la méthode. C'est pas possible. C'est vrai. C'est tellement complexe. Mais en tout cas, quand on applique certaines dispositions et certaines règles, certaines pratiques, on permet quand même de passer peut-être à 2-3 rendez-vous à s'approcher des 60-70% sans problème. Là, oui, par contre, on peut sans problème. Ça, c'est vrai. Ce qui est très, très bien. J'en ai discuté avec Julien Raffin, qui est patron du réseau C2I. Je ne sais pas si tu connais. La dernière fois, il a fait un secret de pige avec moi et il me disait qu'il travaillait beaucoup avec des scripts. Et d'ailleurs, il travaillait qu'avec des scripts. J'ai vu que sur ton site web, tu parles aussi de scripts, parce que tu partages aussi des scripts par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises toujours, ou est-ce que aujourd'hui tu arrives à te dévier? En tout cas, quand tu partages tes connaissances auprès de conseillers, tu leur demandes d'être vraiment sur les scripts, ou tu leur dis qu'ils peuvent éventuellement se dévier des scripts? Ça, c'est une question très intéressante, parce que c'est vrai que quand on débute, on n'a pas vraiment forcément de méthode, et puis voilà, comme tu le disais, la pige immobilière, c'est très personnel, ça renvoie à beaucoup de choses, ça renvoie à beaucoup d'émotions. Donc on a, entre guillemets, chacun notre méthode, et le script me revient souvent aux oreilles quand je coach. Je crois sincèrement que alors c'est vrai que dans l'article, tu le dis justement, j'ai mis un script, j'ai mis un exemple effectivement de conversation. C'est un exemple parmi des milliards qui peuvent exister. Et pour en venir à ta question, je pense que le script doit être utilisé avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que si le prospect reste dans le script, tout va bien se passer. Mais comme un rendez-vous téléphonique peut dévier par des millions pour des millions de raisons, si la personne nous dévie du script, on va avoir tendance à vite être perdu. Donc le script, je suis pas pour utiliser un script, on va dire vraiment un scénario précis. Si on doit aborder le thème du script, je vais plutôt avoir tendance effectivement, éventuellement, à s'afficher des mots-clés, à s'afficher quelques leviers peut-être sur le traitement des objections, mais ça sera plutôt des idées, des mots-clés, parce que si la personne nous dévie trop, on va dire, de notre scénario, on a 90% de chances de passer à côté, puisque nous sommes des êtres humains et chaque être humain est différent et a ses croyances, ses valeurs et son discours. Et il y a tellement de possibilités que ça dévie que du coup, ça risque d'être compliqué après de pouvoir rebondir en fait. D'accord. Ouais. Donc, du coup, au départ, tu peux partir peut-être sur les quelques premières phrases d'accroche. D'ailleurs, est-ce que c'est toujours les mêmes phrases d'accroche ou est-ce que tu changes en fonction? Parce que je sais qu'il y a des personnes, suivant les personnes avec qui je parle, ils vont nous dire, moi, ce que je vais rechercher, c'est peut-être la petite erreur dans l'annonce pour pouvoir tout de suite accrocher dessus. Ou est-ce que toi, tu t'annonces tout de suite comme étant conseiller immobilier ou négociateur immobilier et du coup que tu souhaites avoir plus d'informations par rapport à l'annonce? Alors là, c'est très intéressant aussi, parce que là, tu te prolonges vraiment direct dans la technicité, effectivement, de l'appel. Alors, effectivement, pour moi, une des règles, on va dire, de base, alors en tout cas, j'ai pas la science infuse, c'est ma façon de faire, c'était ma façon de faire et c'est une des façons que j'enseigne. Oui, je vais avoir tendance à ne pas se présenter, on va dire, les 10 premières secondes, pour plusieurs raisons. La première, même si c'est rare, ça
ça va être oui, bonjour, j'attends votre réseau expert IMO, clac, au revoir. Mhm. Ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, là, la personne ne nous a pas laissé notre chance. En revanche, je vais avoir tendance, effectivement, à conseiller de ne pas se présenter les 10 premières secondes, environ, bien entendu, pour remettre la personne dans sa vente également. Parce que la personne, au moment où on appelle, va pas forcément réfléchir à sa vente. Elle va peut-être être entre amis, elle va peut-être être en train de travailler, elle va peut-être en train de régler une problématique. On ne sait pas, en tout cas, elle ne sera pas dans sa vente. Or, le fait d'amorcer, on va dire, la prise de rendez-vous, le rendez-vous, donc de poser une question sur le bien, de s'intéresser au bien, par exemple, ou de demander si le bien est à la vente, toujours à la vente. Oui, bonjour, je vous appelle pour votre bien, je suis devant votre annonce. Est-ce que le bien est toujours disponible? Êtes-vous le propriétaire du bien? Voilà, ça va prendre 10, 15, 20 secondes, mais en tout cas, on remet le prospect dans la vente et on amorce le rendez-vous et ça sera beaucoup plus efficace après pour la suite. Ça par contre, j'en suis sûr. D'accord, ok. Donc d'abord, effectivement, demander si la personne est bien le propriétaire, c'est important parce qu'effectivement, on ne sait jamais sur qui on va tomber, même si en règle générale, la personne qui a mis l'annonce, bon, c'est celle qui répond quand même et c'est la propriétaire, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Et savoir si le bien est toujours à la vente. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé de dire bonjour, je me présente, Alexandre Cordani, je suis conseiller immobilier. Je voulais savoir, est-ce que votre bien était toujours à la vente? Ah ben non, il est vendu. Bah oui, c'est simple de dire qu'il est vendu à partir du moment où tu n'as pas envie que la personne te rappelle. Donc ça aussi, effectivement, c'est bien peut-être de passer d'abord dans cette première étape en étant sûr que le bien n'est pas vendu, ne soit pas vendu, et ensuite, à ce moment-là, te présenter. Disons que le fait, ça permet de tout de suite, il n'a pas de porte de sortie, quoi, en fait. Oui. Parce que le fait de dire direct comme est conseillé en 2-3 secondes, tout de suite, on ouvre une porte de sortie, puisque n'oublions pas que dans la majorité des cas, s'il est vrai que 80% des piges qui sont sur la toile sont déjà en agence, il n'aura pas forcément d'avoir un professionnel, il n'a pas forcément le temps au moment où on appelle. Donc, l'importance de le remettre à l'instant T dans sa vente, pour moi, est très important. Et là, on va d'ailleurs, pour moi, de la prise du rendez-vous. La règle des 20 secondes, tu sais, les 4 fois 20 secondes. C'est ça, exactement. Par contre, du coup, toi, tu es coach, pour en venir à ce que tu fais aujourd'hui, donc tu es coach immobilier pour les professionnels, et tu formes tous les professionnels en France ou uniquement les professionnels qui sont dans ton secteur? En fait, si tu veux, moi je suis encore mandataire immobilier, mon chiffre d'affaires, la partie transaction, location et gestion, parce que je fais de tout, ça génère à peu près 30 à 35% de mon chiffre d'affaires. Et plus ça va, plus je me concentre en fait au coaching. Donc je forme des agents pour le réseau et également, par l'intermédiaire du blog, comme tu l'as expliqué, je forme aussi des mandataires partout en France sous forme de webinaire. En fait. Partout en France, ok. Donc du coup aujourd'hui, parce que c'est important aussi de parler quand on parle de pige immobilière, de savoir que la pige immobilière dans le centre de la France, elle est peut-être un peu différente de la pige immobilière à proximité des grandes métropoles. Parce que le marché n'est pas le même en fait. Il y a des marchés qui sont peut-être plus vendeurs et des marchés qui sont plus acquéreurs. Et donc, du coup, notre façon de travailler la pige va être différente. Et ça, c'est important. Ça, c'est important en fait de faire cette distinction. Parce que du coup, toi, quand tu fais de la pige aujourd'hui, ou quand tu partages tes connaissances, tu vas plus aller sur de la pige sur un marché tendu, ou sur un fonctionnement de pige sur un marché tendu, ou sur un fonctionnement de pige sur un marché, par exemple, qui est beaucoup plus pour les acheteurs, dans le sens où il y a beaucoup de biens à vendre. Alors effectivement, la façon de faire la pige, les techniques, parce là on est vraiment dans la technicité de l'appel, vont différer forcément en fonction de la zone où on est. En secteur rural, alors, on est encore une fois dans le jeu de l'offre et la demande. Plus il y a d'offres, plus il y a de biens, plus normalement, on a un peu plus de temps pour vendre. Donc moins c'est tendu. Donc plus les rendez-vous sont entre guillemets faciles à avoir, et plus on va être dans les grandes villes, plus le marché va être tendu, plus ça va être compliqué d'avoir des rendez-vous, parce que le temps que vous ayez le rendez-vous, ça se trouve le bien sera déjà vendu. C'est ça. On est bien d'accord. On sait aussi à contrario
que un des secrets pour réussir dans cette profession en tant qu'agent commercial en immobilier, ça va être de travailler avec du mandat de vente. Puisque une phrase que j'aime beaucoup, c'est qui tient l'offre, tient la demande. Donc, c'est pas facile de travailler dans un secteur tendu et de faire de la pige. Donc là, en ruralité, dans les secteurs pas tendus, où on sait qu'on a quelques semaines, voire quelques mois, puisqu'on sait qu'en ruralité, pour vendre un bien, en général, il faut 2-3 mois, quand on a une bonne stratégie, on a du temps matériel pour placer notre rendez-vous et après travailler. Exactement. En tendu, c'est plus compliqué. Donc là, le métier va plus s'apparenter, parfois même, à du chasseur immobilier, à du mandat de recherche. Ça peut, même si ce n'est pas l'objectif principal. On sait que l'objectif principal, ça va être de travailler en mandat de vente. Donc la technicité au niveau de la pige va effectivement être différente pour avoir le rendez-vous. Il va plus falloir effectivement faire comprendre à notre prospect que, par exemple, on a un mandat de recherche et que c'est du concret, quoi. On va plus être dans cette optique-là, puisqu'on va être plus confronté à des objections du style « j'ai pas besoin de vous », en fait. C'est ça. On va plus être confronté à ce genre de choses. Donc, c'est ça, où je souhaite démarrer seul, où je souhaite faire l'essai tout seul, au moins pendant 3 semaines, 1 mois, rappelez-moi dans 1 mois et on fera le point, par exemple. Oui, ça, c'est des objections tout à fait classiques. Ouais. Ah ouais. Tout à fait, ouais. Mais c'est les objections qu'on a et que la plupart des conseillers ont. Et même si elles sont classiques, parce qu'effectivement, c'est souvent, on dirait que les particuliers se sont donné le mot, tu sais, il doit y avoir une formation particulier, répondre aux agents immobiliers quand ils vous appellent. C'est justement ça qui fait que les agents immobiliers bloquent aussi là-dessus, parce qu'en fait, derrière, tu dis OK, pas de problème, ou tu as plusieurs solutions, hein, bien sûr. Après, il faut répondre aux objections, etc. Et on va en parler justement. Parce que toi, ta stratégie, encore une fois, c'est pas de parler de mandat ou c'est de parler mandat tout de suite. Ah oui, ça, là, c'est grosse erreur classique aussi. Employer le mot mandat en rendez-vous, ça, c'est pas bon en règle générale. Là, il y a 9 chances pour 10 que le prospect prenne congé. C'est clair que je ne suis pas pour parler du mandat. D'accord. D'ailleurs, aussi, on peut se poser la question de à quoi sert la pige en réalité. On en revient à cette notion fondamentale. Alors, on va dire que comme en prospection, il y a des besoins primaires et des besoins secondaires, hein, sans trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la pige, en termes de besoins primaires, ça sert uniquement à avoir un rendez-vous. Point. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La pige ne sert pas à faire de mandat, la pige ne sert pas à vendre nos services, à vendre nos services, notre réseau, ça ne sert pas à nous vendre, ça sert à avoir un rendez-vous. En revanche, effectivement, si après on rentre dans le cursus du traitement des objections, à un moment donné, il va falloir se défendre. Donc là, on va y aller. Mais dans un premier temps, on veut avoir un rendez-vous. Et après, on préparera notre rendez-vous. Donc, on va dire que le premier rendez-vous primaire de la pige, c'est d'avoir un rendez-vous qu'on va préparer par la suite. Mais ça ne sert pas qu'à ça, la pige. La pige, ça sert effectivement à avoir un rendez-vous en vue après de faire un mandat et de générer du chiffre d'affaires, etc., etc. Mais ça sert aussi à surveiller l'offre du secteur. Ça sert à savoir si un client qu'on a en portefeuille ne nous fait pas un bébé dans le dos, entre guillemets, ne nous fait pas une baisse de prix. Ça sert aussi à savoir si, par exemple, un bien qu'on avait en portefeuille, que le prospect, c'est pas un prospect du coup, c'est un ancien client avait vendu, par exemple, de PAP ou qu'un confrère avait vendu, de savoir s'il remet à la vente. Ça sert aussi la pige. Combien de fois suite à avoir fait de la pige, j'ai vu, ah ben tiens, je l'avais en portefeuille celui-là, il m'a pas rappelé le coquin. J'appelle, alors qu'est-ce qui s'est passé? Votre compromis, il a capoté. Ah ben ouais, écoute, je l'ai remis hier. Ah ben d'accord, du coup, je relance tout alors. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc ça sert aussi à relancer des anciens clients pour des affaires qui ont capoté. Ça sert à tout ça en fait. La pige, c'est un vrai baromètre. Je considère ça comme un vrai baromètre, hein. Et c'est un excellent moyen aussi de faire un petit point, de faire une veille également sur les prix du secteur, de savoir ce qui se fait sur le secteur, sans forcément avoir besoin d'appeler. Alors, si on veut se constituer un portefeuille, il faut appeler. Mais en tout cas, la pige ne sert pas qu'à faire du mandat, quoi. Non, ouais, la pige ne sert pas qu'à faire du mandat, ça c'est clair. Et tu as tout à fait raison dans le sens où c'est effectivement aussi un baromètre.
savoir connaître finalement ce qu'il y a à vendre au moment où ça arrive, puisque c'est quand même c'est un des seuls moyens quand même qu'on a aujourd'hui pour pouvoir connaître l'état du marché. Et quand ça se vend derrière, ben, connaître les prix où ça s'est vendu. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce qu'on peut aujourd'hui, si on a un bon rapport avec les clients, on peut avoir beaucoup d'informations et notamment derrière, peut-être aussi avoir les annonces des confrères aussi qui, eux, ont réussi à prendre un mandat. La première chose que tu fais quand tu appelles, tu demandes si le bien est à vendre. Ensuite, tu te présentes. Comment tu t'arrives à créer cette confiance, cette connexion que tu peux avoir avec une personne dans la première minute ou dans les 2 premières minutes de l'appel? Ouais. Ben en fait, je vais répondre la même chose que tout à l'heure. Ça va rentrer dans le cadre de ne pas se présenter. Alors, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. On va dire qu'il y a l'école du scénario et l'école de je joue franc jeu. Je juge pas. Les 2 fonctionnent. Les 2 ont leurs avantages et leurs défauts. Encore une fois, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avoir le rendez-vous. Ça, c'est le seul objectif. Alors bien sûr, tout en restant dans un code de déontologie, on va pas ouvertement appliquer des manières dolosives pour avoir un rendez-vous. Par contre, pour optimiser les chances, moi je suis très friand de la technique, on va dire, puisqu'on est encore dans la technique d'appel, du scénario en réalité. Donc, soit effectivement la personne va jouer franc jeu, soit elle va faire un scénario. Donc dans le cadre des 20 premières secondes, on remet le prospect dans sa vente, on va lui demander s'il est toujours vendeur, on va faire le point, on va voir s'il est propriétaire, etc. Ça prend 5 secondes. Et pendant 15-20 secondes, ça dépend, on va s'intéresser à la personne, on va s'intéresser au bien plutôt. C'est-à-dire que là, on en vient à un autre fondement qui sort de la technicité, qui rentre plutôt dans la préparation, dans l'organisationnel. On va s'intéresser au bien, c'est-à-dire qu'on prépare sa pige, bien entendu, et on va chercher, comme tu disais tout à l'heure, un point qui manque sur l'annonce. On va chercher une similitude avec des prospects qu'on a éventuellement en portefeuille. On va chercher quelque chose qui va attirer l'attention du prospect. Il y a une technique qui s'appelle la méthode AIDA, AIDA, c'est un acronyme, c'est une technique commerciale, j'ai rien inventé. Le A, c'est accroche. On va créer une accroche pour retenir l'attention de notre prospect. Et par cette accroche, encore une fois, il en va du bon déroulement du rendez-vous, parce que s'il est suffisamment accroché, on va pouvoir enchaîner. S'il n'est pas accroché, il va se chercher une porte de sortie et mettre un terme. Donc, l'accroche, ça va être des questions qu'on va poser sur le bien. On va s'intéresser au bien. En plus, entre toi et moi, les gens adorent qu'on s'intéresse à leur personne. Donc, voilà, ils vont déjà être contents. Par exemple, si on fait une pige, je donne un exemple qui me vient, si on fait une pige froide, et qu'on sait pertinemment que le bien, ça fait 6 mois qu'il est à la vente, qu'il y a eu des baisses de prix. Je rappelle qu'il y a des outils comme Castorus qui nous permettent de tracer l'historique de l'annonce quand on n'a pas équipé d'un logiciel de pige. Donc, on a un historique de l'annonce et on va dire, par exemple, au prospect, tiens, ça fait quelques semaines que je suis votre bien. Je m'aperçois qu'il est toujours disponible à la vente. Qu'est-ce qui se passe? La personne va se sentir un petit peu comme si on lui envoyait un petit peu de la reconnaissance, c'est-à-dire que la personne va se sentir valorisée. Tiens, il m'appelle, mon bien l'intéresse. Inconsciemment, mais là on est dans l'inconscient. Mon bien l'intéresse, il s'intéresse à mon bien, ça fait plusieurs semaines qu'il me suit. On se met dans des bonnes dispositions pour poursuivre le rendez-vous. Donc c'est ça, on s'intéresse au bien et on va poser des questions sur le bien pour pouvoir après enchaîner. Donc là, j'ai donné un exemple concret. Après, dans le cadre d'un scénario, c'est pareil. On va trouver un scénario qui va permettre de pouvoir enchaîner sur le rendez-vous, d'enchaîner sur la prise de rendez-vous. Je sais pas, ça peut paraître. Alors, attention, quand je dis scénario, je dis pas on fait comme tout le monde. J'ai un client pour votre. Non, ça marche pas. On n'a pas de client parce que déjà on connaît pas le bien. Par contre, il y a une très grosse. Alors, là, tu vas me dire la limite est étroite, mais il y a une très grande différence entre dire j'ai un client pour votre bien, on a tous le client, voilà, l'acheteur, le vendeur, il va dire ça. Par contre, faire un scénario en disant j'avais 2-3 questions à vous poser sur votre bien pour avoir un complément d'information, parce que j'ai en portefeuille ce prospect ou ces prospects
parce que j'ai vendu ce bien et qu'il cherche à se rapprocher de ce secteur-là, comme par hasard, le bien sur ce secteur, évidemment, dans un scénario, on est toujours finalement dans l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que la deuxième étape après l'accroche, c'est l'intérêt. Donc, on va susciter l'intérêt du prospect. Donc, on va lui poser des questions sur le bien, on fait une accroche, on lui pose des questions et on s'intéresse à son projet et on va susciter l'intérêt de notre visite. En fait. Et après l'intérêt, on va essayer de passer à la prochaine étape qui est le désir du prospect de nous recevoir. Il faut que dans le rendez-vous, le prospect ait envie de nous recevoir en réalité. Un rendez-vous, finalement, ça ne se demande pas. Il faut arriver à faire en sorte que ça soit presque lui qui demande le rendez-vous, en fait. Et si on fait une bonne accroche, si on suscite son attention, qu'on suscite de l'intérêt, du désir, à la fin, on aura le rendez-vous en respectant les étapes, quoi. Ok, donc accroche pour revenir sur l'accroche. Du coup, tu vas essayer de trouver un argument, un point important dans l'annonce. Par exemple. Par exemple. Ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être tout autre chose. Oui, comme par exemple dans le cadre d'une pige froide, susciter son attention en lui disant que ça fait un moment qu'on suit son bien, par exemple. D'accord. On lui envoie de la reconnaissance parce qu'on suit son bien. Et du coup, alors là, on est dans une autre stratégie. Là, on est dans une stratégie plutôt de conseil. C'est-à-dire, bon, effectivement, ça fait quelques semaines que je suis votre bien. Je constate que ça fait plusieurs mois qu'il est à la vente. Qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer de chercher pourquoi. Là, on se met plus, tu vois, dans une optique de diagnostiqueur. Tu vois, on va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas vendu. Et avoir un discours du style, pour avoir le rendez-vous, oui, en fait, écoutez, ce que je vous propose, ça va être de me déplacer, bien entendu, gratuitement, de vous faire un diagnostic de ce qui s'est passé jusqu'à présent, d'essayer de comprendre pourquoi personne n'a investi sur votre bien. Et après, si je vois que je peux faire quelque chose pour vous, on voit comment on s'organise si j'ai quelqu'un. Si j'ai personne, on se quitte bons amis. Voilà. Je dis ça comme ça, hein, mais ça peut être une idée. Est-ce que la personne qui te dit, tu dis bonjour, je m'appelle Jonathan, donc je suis conseiller immobilier pour tel réseau. La personne te dit non mais attendez monsieur, c'est bon, j'ai déjà eu 5 appels depuis ce matin, 10 appels depuis ce matin, vous n'avez pas vu, c'est marqué agence s'abstenir. D'ailleurs, pour en revenir à Google, tu tapes agence s'abstenir. Comment? Pour en revenir à Google tout à l'heure, ce que tu disais, tu tapes agence s'abstenir, je suis premier à Google aussi. Et ben voilà, exactement. Donc il ne faut pas me le faire à moi, je suis conseiller immobilier. Donc vous n'avez pas lu, vous ne savez pas lire, voilà, c'est marqué agence s'abstenir, tatati, tatata, j'en ai marre, non, ça ne m'intéresse pas. Tu fais quoi? Ouais. On va essayer de comprendre pourquoi ça ne l'intéresse pas. Donc là, on est vraiment dans le traitement pur et dur de l'objection. Donc, le cheminement du traitement de l'objection, j'aime bien la technique du closing, elle se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, première chose hyper importante, on ne va jamais à l'encontre du prospect. Si on lui dit ouais, non, ou ce que tu fais, c'est pas bon, ou ouais, pourquoi, si on se met en confrontation avec lui, c'est mort d'avance. C'est la confrontation, ça ne peut pas marcher. Autant raccrocher tout de suite et passer à l'appel suivant. Ça ne marchera pas. C'est clair. En revanche, la première chose à faire dans le cheminement du traitement des objections, ça va être d'accepter l'objection. Ça va être de lui dire oui, tout simplement. Oui, je comprends. Vous avez raison. Vous êtes embêté. Je comprends. C'est embêtant. On se met en tant qu'allié. On se met en tant qu'on comprend sa situation. Et après, en fonction de ce qu'il nous dit, on va reformuler, en fait, tout simplement, on va reformuler son objection. Ok, j'ai compris. Si j'ai bien compris, vous avez déjà beaucoup d'appels, vous êtes ennuyé, je comprends. Si j'étais à votre place, c'est clair que ça me saoulerait aussi, pour parler vulgairement. Mais des fois, là, tu vois, on en est dans la technique de la synchronisation. Alors là, il faut s'adapter au langage de son prospect. On le sent à la voix comment est le prospect et on sent sa façon de parler et il faut se synchroniser à lui. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'on dise ça au téléphone si ça correspond à notre prospect. Alors, c'est pas facile de le juger, oui. On est privé de nos sens, mais avec l'habitude, on peut quand même s'en apercevoir. Donc, première étape, j'accepte. Deuxième étape,
je reformule pour vraiment faire comprendre au prospect que j'ai compris son objection. Enfin, que j'ai compris ce qu'il me dit. Parce qu'on n'a pas encore compris son objection, la vraie objection. Et la première et la prochaine étape, ça va être de demander pourquoi, finalement, alors là, parce que là, t'es vraiment dans la technicité, mais t'es dans un moment avancé du rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a déjà fait le scénario, tout ça, et là, il nous dit, non, je vous recevrai pas, en gros. Ah oui, d'accord. Non, mais là, c'est souvent la première étape qui est la plus compliquée. Hein. C'est je me présente, et là, tu as le barrage direct, en fait. C'est cette étape qui est la plus compliquée, je pense. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas nous exprimer, en fait. C'est direct. Ça, exactement. Okay. Donc, écoutez, vous ne savez pas lire, c'est marqué agence s'abstenir, ça ne m'intéresse pas. Ok, je comprends tout à fait, monsieur, que vous souhaitiez que ne pas recevoir d'appel puisque vous avez décidé de mettre l'annonce directement sur le Bon Coin ou sur le particulier. Voilà. Donc là, tu comprends. Ouais. Ok. Ensuite, donc en même temps, tu reformules. Voilà, donc tu comprends et tu reformules. Et du coup, il va falloir demander pourquoi. C'est-à-dire. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, ok, je suis monsieur le vendeur, je suis devant votre annonce, effectivement, donc je comprends que vous êtes vendeur hein, et que vous avez un réel besoin. Donc, on essaie vraiment de se mettre à sa portée et de comprendre ses besoins. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui, monsieur le vendeur, que vous voulez finalement pas me recevoir? Attention, à ce moment-là, on ne parle pas de travail ensemble, on parle de me recevoir. Qu'est-ce qui fait, monsieur le vendeur, qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas me recevoir? Et là, cette technique va servir à isoler l'objection. Donc, c'est j'accepte, j'essaie de comprendre pourquoi, je reformule, ou j'isole, ou je reformule les deux. On peut inverser les deux, pour vraiment lui faire cracher la vraie objection. Parce que très souvent, quand on dit « je veux pas d'agence, je veux pas vous recevoir », c'est pas l'objection. C'est que derrière, il y a une autre raison, voire d'autres raisons, voire plusieurs raisons. Donc, on va isoler là ou les objections. Donc, on va savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui de monsieur le vendeur que vous ne voulez pas recevoir un professionnel. Bah, écoutez, monsieur, j'ai eu une mauvaise expérience, c'est trop cher, vos honoraires sont trop chers, ça peut être X raisons, en fait. J'ai déjà des agences, je veux pas d'agence parce que, voilà. Et le fait d'isoler la vraie objection va permettre, finalement, après, de la traiter. Parce que si on commence à traiter l'objection à partir du moment où on dit « je veux pas d'agence », qu'est-ce qu'on va traiter? On ne sait pas ce qu'on va traiter, parce que « je veux pas d'agence », ça peut être pour plein de raisons, en réalité. Je veux pas d'agence, donc là, on est vraiment dans le jeu des questions. Donc, je veux pas d'agence, pourquoi? Parce que c'est trop cher, parce que je veux essayer seul, parce que ci, parce que là. Et après, on va traiter les objections une par une. On va traiter l'objection du prix, on va traiter l'objection que la personne veut se débrouiller. En fonction de la vraie objection, après, on va argumenter en fonction de la vraie objection. Mais c'est qu'à ce moment-là qu'on commence à traiter, c'est pas avant. Sinon, on traitera dans le vent. Une fois qu'on a traité, la prochaine étape consiste, on va dire, à pré-closer. Pré-closer, c'est une technique qui nous permet d'avoir un oui, en fait. Il faut que dans le rendez-vous, dans le cheminement du traitement des objections, il faut que la personne dise oui tout le temps. En fait, c'est de la manipulation, mais c'est ça. Il faut lui faire dire oui quasiment à chaque étape du cheminement du traitement, puisque plus on aura du oui, plus on conditionnera son cerveau, finalement, quand on proposera le rendez-vous, à lui faire dire oui. Donc, la technique de pré-closing, ça va être, comme je te le dis, de poser des questions ou une question pour lui faire dire un oui très important. Ça va, par exemple, être, sauf erreur de ma part, monsieur le vendeur, êtes-vous réellement vendeur? Est-ce que ça va être aussi... mais écoutez, monsieur le vendeur, donc là, vous m'avez dit que mes honoraires étaient trop chers, apparemment, que je peux comprendre, monsieur le vendeur. Encore une fois, on va dans son sens. Effectivement, 8 000, 10 000, voire plus sur un bien, c'est une vraie somme. Vous avez entièrement raison. Et c'est tout à votre honneur, entre guillemets, de vouloir la faire économiser aux acheteurs. En revanche, monsieur le vendeur, si je vous montre pendant notre rendez-vous que, déjà, même c'est l'acheteur physiquement qui paye les honoraires que je travaille presque gratuitement pour le vendeur, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Là, c'est très, très important, cette étape. Est-ce que vous acceptez de me recevoir si je vous montre que tac, 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 tac? Ça, c'est de pré-closer. Là, s'il nous dit oui, là, c'est bon, c'est gagné, on a le rendez-vous. Là, on close avec une question alternative, on propose un rendez-vous, donc la question alternative, très bien, c'est très bien, quand êtes-vous disponible pour me recevoir? Jeudi à 14h, vendredi à 15h.
c'est intéressant de poser une question alternative quand on propose un rendez-vous. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ferme la porte. C'est pas quand monsieur le vendeur êtes-vous disponible? Parce que là, il va réfléchir, il va dire oh, bah, attendez, il faut que j'en parle à ma femme. Non, c'est est-ce que vous êtes disponible jeudi ou vendredi? Voilà. Je donne un exemple comme ça. Petit aparté aussi, à ce moment-là, essayez de faire en sorte, quand vous obtenez le rendez-vous, qu'il y ait tous les décisionnaires. Si vous êtes sur une indivision, essayez de faire en sorte qu'il y ait tous les indivisaires, parce que sinon, vous risquez d'aller faire un rendez-vous pour rien. C'était une petite parenthèse. Par contre, s'il nous dit non, ben non, je ne vous recevrai pas. Encore à ce moment-là, ben là c'est qu'on a loupé quelque chose avant, ou qu'on n'a pas découvert les vraies objections. Donc, il faut repartir à zéro. Ben, attendez, monsieur le vendeur, vous m'avez dit que le problème, c'était les honoraires. S'il vous plaît, payez pas, et que je respecte votre net vendeur, et que malgré les honoraires, votre bien se retrouve quand même à portée du marché. Pourquoi vous ne me recevez pas? Je ne comprends pas. J'ai loupé quelque chose? Ah, nani, nana, j'ai peut-être oublié quelque chose. Donc, soit il va nous sortir une vraie objection, une autre objection, qu'on va retraiter de la même façon, ou soit ça arrive aussi, hein. Il y a des objections de test qui sont juste là pour tester, et une personne aussi qui dit qu'il ne veut pas nous recevoir et qu'elle ne nous recevra pas, au bout d'un moment, on aura beau essayer tout ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Alors, c'est pas la majorité des cas, hein. Ça représente environ 15 à 20% des appels, mais il y a des personnes qui ne nous recevront pas. On aura beau faire toutes les techniques de commercial du monde entier, elles ne recevront pas. Là, on n'est presque même plus dans le traitement des objections, on est plus dans de la condition. Mais comme je te dis, c'est 15 à 20% des appels, hein, pas plus. C'est intéressant parce qu'en fait, du coup, tu expliques bien que pour pouvoir faire de la pige, il faut déjà bien savoir répondre aux objections. Et ça, c'est de l'entraînement parce qu'une personne qui se met dans la pige et qui ne sait pas répondre aux objections, qui n'a pas ces techniques de répondre, de réponse aux objections, derrière, tu peux pas, tu pourras difficilement prendre un rendez-vous. Tu vas peut-être en prendre 1 sur 100 parce que la personne va t'ouvrir tout de suite sa porte en disant, écoutez, venez, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est très rare. Sinon, il faut toujours s'attendre au non, de toute façon, d'une personne parce que c'est ce qui vient naturellement à l'esprit quand on est démarché par quelqu'un. Mettez-vous à la place aujourd'hui de cette personne. Je pense que si vous avez eu un coup de fil aujourd'hui de Free, de Bouygues ou de SFR vous demandant de changer de box ou de changer de téléphone, je pense que la première des choses que vous avez dit, c'est non. Voilà, tout simplement parce que le vendeur, nous, les commerciaux, les conseillers, on a des scripts, mais en fait, les acheteurs, ils ont des scripts. Voilà. Et le script des acheteurs, le script des vendeurs, pardon, il est juste dingue. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont tous le même script. Et ce script, en fait, c'est le premier, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et du coup, ce script, c'est non. La première des choses, c'est non, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il faut réussir à comprendre comment dévier ça. J'ai envie de dire, notre métier commence à partir du moment où on nous dit non. Et j'ai envie de dire que derrière un non se cache toujours un oui. Mais on ne sait jamais quand. C'est ce que disait une de mes anciennes formatrices. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'à un moment donné, derrière un non, il y a toujours un oui. Et puis finalement, quand on dit non, c'est qu'on accepte d'ouvrir le débat. Parce que si on ne dit pas, sinon la personne elle nous raccroche au nez. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est vite terminé. Mais quand la personne dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est qu'au final, elle accepte d'ouvrir finalement le débat. Ouais. Puisque derrière, à partir du moment où on sait répondre aux objections, voilà, on va acquiescer, on va être d'accord, puis après on va poser des questions, etc. Et voilà. Et toute la technicité que tu as dit tout à l'heure, elle est importante. Moi, j'utilise beaucoup le Yes 7. Tu as utilisé le Yes 7 tout à l'heure. Le Yes 7, c'est le oui. Moi, je l'utilise énormément parce qu'effectivement, transformer un non pour un oui, en fait. Je comprends tout à fait que vous ne souhaitiez pas me recevoir. C'est bien ça, monsieur. Vous ne souhaitez pas me recevoir. Et donc, la personne va dire oui. Donc, déjà, elle a transformé son non en oui. Donc, dans sa tête, elle s'est dit oui. Et ça, c'est important. On a un petit malin là, qui est. Je l'ai vu en même temps. Ouais. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Ce serait intéressant de lui demander pourquoi. Ouais, Aki Pessi.
Aki Pessi qui nous dit ce débat est frauduleux. Ah ouais, donc, ça m'intéresserait de savoir pourquoi. Voilà, Aki, je t'en prie, explique-nous pourquoi, parce que c'est important. D'ailleurs, si jamais vous êtes des conseillers et que vous avez justement des questions par rapport à la pige immobilière, profitez-en pendant qu'on a Jonathan sous le coude, parce que on l'aura pas. Voilà, parce qu'on l'aura pas, on l'aura pas pendant 4 heures cet après-midi. Donc si jamais vous avez des questions, allez-y, n'hésitez absolument pas. Alors Aki Pessi nous dit parce que vous êtes finito. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, mais c'est pas grave. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de se dire aujourd'hui. Ah tiens, j'ai une question. Ça, c'est intéressant. Quel est le meilleur moment de la journée pour appeler par rapport à votre expérience? Ah, excellente question. C'est plus intéressant de ce qu'on a vu juste avant. Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent en coaching. Et en fait, je réponds toujours la même chose. Il n'y a pas de règle, en réalité. J'ai constaté que il y avait plusieurs moments qui étaient propices et suivant les secteurs sur lesquels on travaille, il y avait des moments plus propices. Je pense que quand on débute, la meilleure solution pour justement optimiser ces rendez-vous, ça va être de tester plusieurs heures. Voilà. Un coup le matin, un coup le midi, un coup en fin de journée. Faut se tester, faut se chercher. Et au bout d'un moment, il y a une tendance qui va se détacher. Et après, on orientera sa pige à ces tendances-là. Et j'en profite aussi pour faire une parenthèse que, au même titre que la prospection classique physique, une pige, se planifie. Donc après, vous allez planifier votre pige au moment où vous jugerez le plus propice. Après, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ça va être de la faire le matin tôt. Pourquoi ? Surtout en zone tendue. On en revient à ce qu'on disait au début. C'est que si vous appelez à 14h et que le bien apparu dans la nuit ou juste la veille, à 14h, il y aura peut-être eu 40 agences qui auront appelé avant vous. Donc, je vais avoir tendance, surtout à zone tendue, à vous inviter à la faire entre 8h30 et 9h. Voilà. Avant, ça fait un peu trop tôt. Et à 10h, vous serez plus le premier. Donc, l'idée en pige, sur la pige chaude, c'est d'être le premier, parce que vous augmentez considérablement vos chances d'avoir un rendez-vous. Et après, il faut se chercher, ça dépend de la pige. Une pige froide, tu t'en fous, ça fait 6 mois qu'elle est à la vente. Donc, que tu appelles maintenant ou à 14h, tu auras ton prospect. Une pige chaude, j'ai plus avoir tendance à t'inviter à appeler le matin tôt pour justement optimiser tes chances de rendez-vous, pour pas être le 50e et justement tomber dans ce que tu disais. Oh, c'est bon, ça fait 40 appels que j'ai eu aujourd'hui, j'en peux plus, au revoir, clac. Après, moi, par expérience, il y a quelques années, j'avais mis mon bien à la vente et j'avais eu quelques appels de conseillers immobiliers. Et les 2 ou 3 premiers, je leur avais dit non. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment de la journée, j'étais peut-être mieux, j'étais peut-être d'une humeur différente et j'ai accepté. Donc, je pense qu'il n'y a pas franchement de règles par rapport au fait d'appeler à tel moment de la journée, comme tu dis. Je pense qu'il faut y aller au moment où toi, tu as une très bonne énergie. C'est-à-dire que si dans ta façon de fonctionner, tu as une meilleure énergie à 14h plutôt qu'à 10h du matin, ou ton énergie est meilleure à 18h, appelle à 18h, n'appelle pas à 14h, n'appelle pas à 10h. Va choisir toi par rapport à ton énergie à toi. Parce que c'est important quand on veut faire de la pige de se mettre debout déjà pour avoir une bonne énergie, d'être en mouvement parce que c'est le mouvement qui crée l'énergie et derrière en fait de pouvoir justement appeler au moment où tu as la meilleure énergie. Vous pouvez même éventuellement vous mettre une petite musique d'ambiance ou avant chanter la meilleure chanson, Rocky ou ce que vous voulez, qui vous met dans l'ambiance et qui vous permet en fait d'avoir une bonne énergie. Et au moment où vous allez décrocher le téléphone et que vous allez appeler, vous allez pas avoir cette énergie descendante qui sera allô, oui, bonjour, voilà. Et là, ça ne peut pas fonctionner en fait.
C'est clair que derrière, ils ont besoin d'avoir des gens qui ont une véritable assurance, une véritable énergie, un véritable charisme. On a une autre question qui est « Salut à vous deux, moi je cherche désespérément un script sur le net depuis je ne trouve rien. La même, où puis-je trouver un script qui fonctionne ?» On en a discuté tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de script en fait. Le script, il va être bien parce que tu vas pouvoir te présenter, savoir comment tu te présentes. Mais au final, ce qui va se passer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la réponse aux objections. En fait, c'est un entraînement qu'il faut avoir parce que tu peux préparer un script, par exemple, pour une réponse d'objection où vos honoraires sont trop élevés, ou j'ai déjà 3 agences, ça ne m'intéresse pas, ou voilà, ce genre de choses. Mais ça va vraiment beaucoup dépendre aussi du secteur dans lequel tu es. Et d'autre part, ça demande en fait la pige téléphonique, ça demande à sortir un peu du cadre. Parce que quand on est trop cadré, à moins qu'on ait tout prévu depuis le début, exactement ce que la personne va nous dire, etc., ça fait trop robot. Ça fait trop robot, en fait. C'est impossible. C'est impossible et il y a tellement de cas, de scénarios et d'objections possibles que sinon, il faudrait faire une pige avec un livre. C'est impossible. C'est ça. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais juste avant parce que c'est super intéressant par rapport parce que là, tu fais appel à d'autres notions techniques. Tu parlais de faire la pige en se levant et de s'adapter. Ce que j'enseigne en coaching, parce qu'on a parlé essentiellement aujourd'hui de la technicité, mais quand tu parlais tout à l'heure d'énergie, il faut travailler sur 2 autres dimensions. Et évidemment, il y a la dimension technicité pure et dure de l'appel, de la prise de rendez-vous et du traitement des objections, ça c'est clair, c'est l'aspect vraiment technique, mais il va falloir aussi travailler sur la dimension personnelle, sur la dimension développement personnel. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de gens peuvent être très bons en technique, mais ils vont tout de même pas passer à l'action pour des raisons de confiance en soi, pour des raisons d'estime, pour des raisons qui veulent pas déranger, pour des raisons d'anxiété. Donc, il faut travailler sur la dimension personnelle, mais il faut travailler évidemment aussi sur la dimension organisationnelle, qui va être la préparation, comme ça revient à ce que tu disais, sur se sentir bien, faire de la pige debout, sur la préparation technique de la pige, sur tout ce qui va être aussi règle de suivi, puisque on peut avoir des refus. Même moi, aujourd'hui, si je fais 40 piges, j'aurai pas 40 appels. J'aurai pas 40 rendez-vous, c'est impossible. Par contre, il y a une différence entre avoir 3 rendez-vous sur 10 appels et, comme je te disais tout à l'heure, se rapprocher plutôt des 60-70%. Ça, par contre, c'est possible en termes de rendez-vous. Suivant les zones, on adapte. On sera peut-être plus aux alentours de 50. En ruralité, on sera plus aux alentours des 70 puisqu'on a vu que c'était moins tendu. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui est très, très, très intéressant également, c'est que si on a un refus, ok, aujourd'hui j'ai un refus, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, derrière un non se cache toujours un oui. On ne sait jamais quand. Par contre, il va falloir mettre en place des règles de suivi. Ok, on laisse toujours la porte ouverte. Ok, c'est bon, j'insiste plus. Vous voulez pas me recevoir, j'ai compris. Je vous félicite pour votre audace. Tentez de vous-même. Et puis, si vous avez besoin, vous revenez vers moi. J'ai même une fiche d'ailleurs que j'envoie pour aider les gens. C'est pour te dire jusqu'où je vais. En revanche, je me note de faire le point et de prendre de vos nouvelles d'ici 2 semaines ou 3 semaines, comme vous voulez. Vous faites votre suivi. Je te raconte pas en disant le nombre de ventes que j'ai faites suite à 1 voire 2 refus d'affilée. C'est pas grave. J'ai relancé une 3e fois, j'ai eu le rendez-vous et j'ai vendu. Donc, un non n'est pas forcément définitif et derrière un non se cache un oui. Si on relance, c'est très important aussi la relance. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis en fait. Ça veut dire que la plupart des conseillers ne relancent pas leurs clients après un premier non. C'est-à-dire que s'ils relancent peut-être une 2e fois, mais en tous les cas, dans le suivi, sont très, très mauvais. Et c'est vrai que très peu de conseillers immobiliers, très peu suivent leurs fiches, suivent leurs piges jusqu'à éventuellement 3, 4, 5 fois, 5, 6 appels. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, de toute façon, il faut les suivre parce que c'est là aussi la différenciation. Tout à l'heure, il y a Valérie Tuffière qui nous a dit se différencier, tout un sujet. Et c'est vrai que la différenciation, elle passe aussi par le suivi. Tu as tout à fait raison.
important. Et là, il y a Facebook User qui dit il faut juste relancer c'est ce que j'allais dire, jusqu'à ce qu'il soit mûr pour un oui. C'est ça. Tant qu'il ne dit pas j'ai pas vendu, on relance. Et à un moment donné, il dira oui. C'est ça, exactement. C'est J'ai Lacdar qui nous dit au vu de la concurrence dans l'investissement immobilier dans le neuf, comment se démarquer au téléphone? Ah, le neuf. Alors quand on parle de neuf, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle du neuf parce que le neuf, pour moi, juridiquement, c'est de l'achat sur plan, c'est du VFA, c'est plus de la promotion. Alors est-ce que c'est un bien récent qui est déjà construit ou est-ce que c'est vraiment un bien neuf juridiquement parlant? Parce que là, on ne parle pas vraiment de la même chose. On est dans quelle dimension là du coup? Je pense que ça doit être du neuf. On peut lui demander, si tu es encore là, Ladgar, nous dire dans quel neuf tu es. Pour pas faire la question du neuf, ça me paraît. Alors c'est sûrement un bien, sûrement il veut dire sûrement que c'est un bien récent. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Bon, et on va attendre qu'il nous réponde. Sinon, j'ai une autre question. Quand le vendeur répond « Je veux bien que vous veniez avec des acquéreurs, mais je ne signerai pas de mandat », quel argument utiliser pour finalement obtenir un mandat de vente? Ah, ça c'est une question intéressante, ça arrive souvent aussi. Alors, on est au moment où on parle, on est dans un rendez-vous, on est en train de faire une pige, donc le mandat n'existe pas. Monsieur le vendeur, je ne vous appelle pas pour faire un mandat. Monsieur le vendeur, je vous appelle pour qu'on fasse connaissance. C'est ça la différence aussi, pour se démarquer. C'est que on ne parle jamais de mandat. Donc, combien de personnes au téléphone vont dire, avant même presque qu'on ait ouvert la bouche, oh, ok, je vous reçois, par contre, je vous signerai pas de mandat. Donc là, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de l'anti-vente. L'anti-vente, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, oh, attention, monsieur le vendeur, oh, le mandat, mais moi, ça m'intéresse. Déjà, je suis indépendant, le mandat, ça m'intéresse pas, je suis pas payé à faire des mandats. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire aboutir un projet, c'est vendre. Donc, c'est pas le mandat qui va me faire du chiffre d'affaires, c'est pas le mandat qui va vous faire vendre. Et puis, aujourd'hui, on se connaît pas, monsieur le vendeur. Donc, j'ai pas pour habitude de faire des mandats avec des personnes que je ne connais pas. Et vous, c'est pareil, vous n'allez pas faire un mandat avec une personne que vous connaissez pas. On est bien d'accord. Aujourd'hui, je suis plus dans une optique de faire connaissance avec votre projet et votre bien pour voir s'il correspond à ma cible pour X raisons. Après, à vous de voir en fonction de votre scénario. Mais effectivement, ça c'est une objection en fait c'est presque pas une objection à ce moment-là puisque la personne accepte de nous recevoir. Donc finalement, c'est facile. C'est oui, monsieur le vendeur. Je pense que alors si tu n'as pas l'acquéreur, ça veut dire que soit tu lui as menti au départ parce que tu lui as dit j'ai des acquéreurs pour vous et du coup là c'est sûr que si tu n'as pas l'acquéreur c'est embêtant. Soit il te dit je veux bien que vous veniez avec des acquéreurs mais je ne signerai pas de mandat. Tu peux utiliser toujours la technique de réponse aux objections qu'on a utilisée tout à l'heure. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas que je vienne avec des acquéreurs. C'est bien ça, monsieur. Ok, très bien, etc. Et tu peux poser effectivement la question. Mais dites-moi, est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question? Pourquoi vous ne souhaitiez pas me signer de mandat à la suite, etc. Et la personne, en fait, elle va te dire pourquoi elle veut pas te signer de mandat. Peut-être qu'elle a trop d'agences. Peut-être que c'est un problème d'honoraires. Peut-être parce qu'elle ne te connaît pas. Il y a énormément de choses qui font qu'à un moment donné, la personne, en fait, derrière, je veux bien que vous veniez avec des acquéreurs, mais je ne signerai pas de mandat. Il y a d'autres objections derrière, en fait. C'est pas la seule objection, en fait, que tu peux avoir par rapport à ça. Et donc, il faut aller creuser pour savoir exactement quel est réellement là où ça fait mal, de manière où derrière, on peut travailler dessus, en fait. Dans certaines écoles, ils disent que pour trouver, suite à une objection, en règle générale, il faut poser au moins 3 questions pour avoir la vraie objection. Et généralement, on arrive à avoir la vraie objection une fois qu'on a posé 3 questions sur la première objection. Alors là, ou les objections. Ouais. Sinon, tu en as une pas mal aussi, alors, tu as aussi, donc, amenez-moi un acheteur. Ouais, amenez-moi un acheteur. Et après, parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est ça, amenez-moi un acheteur et je vous signerai un mandat, tout ça, mais. Ou alors, ils vont te dire, je vous reçois que si vous avez un acheteur, que si vous venez avec un acheteur. Ça arrive aussi, ça. Voilà. Donc là aussi, les leviers classiques,
ça va être, oui, je comprends, etc., blabla, hein, on refait toujours le même cheminement. Et là, les leviers vraiment purs et durs de traitement, moi, j'aime bien dire, oui, vous avez raison, si j'ai un prospect, il faut que je vienne avec lui. En revanche, quel professionnel je suis vis-à-vis de vous et de l'acheteur si je fais visiter un bien que je n'ai jamais vu? Je ne sais pas de quoi je parle, puisqu'il y a le bien lui-même, et il y a le bien aussi, et il y a l'environnement, et il y a votre projet aussi, monsieur le vendeur. Si j'en sais pas plus sur votre projet, puisqu'on sait que le projet, c'est la clé pour savoir si vraiment il est vendeur, comment je fais, moi, pour vendre le bien si je sais rien sur vous, si je connais pas vos délais, si je sais bien si juridiquement le bien est vendable? Peut-être que votre bien n'est pas juridiquement vendable, monsieur le vendeur. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des régularisations de faire à faire au niveau de l'urbanisme? Enfin, on peut l'embrouiller comme ça. Et puis, est-ce que, monsieur le vendeur, vous voudriez, voilà, que je vienne avec un prospect que vous ne connaissez pas? J'ai pas forcément envie de vous ramener quelqu'un, voilà, que j'ai envie de vous en dire un petit peu plus sur le prospect. Voilà, je vais pas venir directement avec un prospect alors qu'on se connaît pas. Vous savez, monsieur le vendeur, il y a beaucoup de cambriolage. On peut jouer aussi sur le marketing de la peur. C'est intéressant, ça aussi. Il y a beaucoup de possibilités en fait qu'on a et on n'y pense pas forcément. J'ai une autre question, c'est quand vous contactez les prospects, vous présentez en premier en tant que professionnel, vous attendez que l'envendeur vous le demande. Donc ça, on y a répondu tout à l'heure. C'est d'abord en fait attendre les 20 premières secondes, demander d'abord si la personne elle est vendeuse, si c'est bien la propriétaire, si le bien est toujours à vendre, et ensuite se présenter. Parce que quand on se présente dans un premier temps, il se peut que derrière, ils nous mettent des bâtons dans les roues et qu'ils nous disent, non, le bien, il est déjà vendu, tout simplement. On ouvre une porte de sortie, en fait. C'est ça. Chris qui nous dit, OK, merci. Du coup, les scripts sont la maîtrise des réponses aux objections. Exactement. Je pense que en fait, aujourd'hui, on en revient là. On ne devient pas un grand sportif de haut niveau, un sportif de haut niveau quand on s'entraîne pas. Et je pense que la plupart des commerciaux, des conseillers devraient s'entraîner à la réponse aux objections, parce que c'est l'art et la manière. C'est une réponse aux objections. Une objection, vous l'aurez partout. Vous l'aurez en visite quand vous visitez avec des acheteurs un bien. Quand l'acheteur vous dit non, mais c'est trop sombre, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est trop machin. À chaque fois, vous aurez des objections. Et donc, à un moment donné, il va falloir que vous répondiez à ces objections. Et donc, du coup, vous l'avez en pige, vous l'avez en visite, vous l'avez en négociation, vous l'avez tout le temps. Et donc, je pense que s'il y a vraiment un entraînement à faire quand on est conseiller immobilier, c'est bien dans la réponse aux objections. Tu es d'accord avec moi? Carrément. Notre métier, c'est de répondre aux objections. On a des objections tout le temps, tout au long avec n'importe quel interlocuteur, on aura des objections. On a des objections avec les vendeurs, avec les acheteurs, avec les professionnels avec qui on travaille, avec les partenaires. On est confronté quotidiennement aux objections. Donc, c'est le quotidien. Et comme je disais tout à l'heure, notre métier commence à partir du moment où on a des objections. Sinon, c'est trop facile. Exactement, c'est ça. Dès qu'il y a le nom, ça commence. Et à Stéphane, ça y est, il a réussi à se mettre pour qu'on puisse voir son nom. Oui, grâce à des jeux de rôle, cela rend la situation réelle plus simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment savoir, ça rend la situation plus simple, mais ça nous permet aussi derrière de savoir exactement quoi répondre au moment où arrive la question, parce que l'objection, parce que si on n'est pas entraîné, on ne sait pas. Et on part souvent en confrontation plutôt qu'en réponse à une objection. Ah oui. Lagdar, il nous disait bien neuf VFA sur plan. Je te cache pas que j'ai jamais fait de neuf. J'ai jamais pigé pour des terrains, oui, hein, mais pour vraiment des programmes neufs ou de la VFA. Parce que là, si tu t'adresses à de la VFA, normalement, tu t'adresses à des programmes, à des promoteurs. Donc là, je t'avoue que je sais pas trop quoi répondre à cette question. Mais pour moi, tu réponds exactement en fonction. Il faudrait qu'il nous donne 2-3 exemples d'objections pour que je puisse y réfléchir, parce que. Ouais, si éventuellement tu as 2-3 exemples, Lagdar, on veut bien. En fait, je pense que le principe, il est le même. Pour moi, c'est la même chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la connexion. C'est-à-dire quand on se connecte avec des gens, c'est-à-dire est-ce qu'on a la bonne énergie, encore une fois, le bon charisme, la bonne élocution, est-ce qu'on a la bonne cible, c'est-à-dire est-ce que la cible correspond exactement à votre cible à vous, etc. À partir du moment où on est là-dedans, après, c'est simplement une question
d'entraînement par rapport à des objections qui seront peut-être différentes. Je ne sais pas dans le neuf ce qu'il peut y avoir comme objection, et je ne sais pas qui tu as surtout par rapport à ça. Mais dans tous les cas, je pense que ça doit être pareil. Alors après, le neuf, c'est peut-être du B2B, business to business. Alors c'est peut-être un petit peu différent à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, c'est clair que il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une réponse. Alors, je ne sais pas dans quel réseau tu es, si tu peux éventuellement demander des conseils à ton réseau qui est spécialisé dans le neuf, parce que moi, je ne fais pas de neuf. Mais de toute façon, peu importe le traitement des objections, il y a plusieurs. Alors moi, je suis un très grand friand de la méthode de l'entonnoir, mais il y a plusieurs. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais un peu plus réduites. Mais la méthodologie est exactement la même. Il faut déterminer la vraie objection et la traiter. Et après, il faut trouver les leviers en fonction de l'objection. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en coaching, moi, après, j'offre des PDF avec je veux pas d'agence ou j'ai trop d'agences, je donne des leviers. Mais faut trouver les leviers. C'est tout. Mais la méthodologie est la même, en réalité. Exactement. Et aussi, la semaine dernière, j'ai interviewé Justin Froli, je ne sais pas si tu connais. C'est le patron d'un KW qui est à Perpignan. Et il me disait qu'il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait ceux qui réfléchissaient avec la tête, ceux qui réfléchissaient avec le cœur et ceux qui réfléchissaient avec les tripes. Et j'ai trouvé l'exemple vraiment très intéressant parce qu'en fait, en fonction de ces gens-là, derrière, on va pas répondre forcément de la même manière. Il y a des gens qui vont réfléchir avec la tête. Ce sont des gens qui vont être très factuels, très chiffres, qui vont être très dans le raisonnement. Et en fait, on pourra pas forcément répondre de la même manière à quelqu'un qui est dans le raisonnement, quelqu'un qui fonctionne par exemple avec le cœur, ou quelqu'un qui fonctionne avec les tripes, avec l'énergie. Et donc ça, c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'énergie, c'est écoutez, amenez-moi le client tout de suite. Si jamais vous l'avez, amenez-le-moi et puis voilà, et tac, 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 voilà, comme ça. Le gars qui va réfléchir avec le cœur, il va peut-être attendre une certaine connexion, quelque chose de différent avec vous. Et donc, en fonction de ces gens-là, vous allez pouvoir catégoriser finalement vos réponses d'objection et leur amener ce qu'ils ont besoin réellement, ce qu'ils cherchent, de manière à les toucher plus facilement. On est un peu dans la manipulation, en tout cas dans l'influence, de manière à pouvoir exactement répondre à ce que, utiliser les bons mots qui correspondent réellement à la bonne cible. Voilà. Oui, alors après, il y a énormément de notions. Alors, on peut aussi se synchroniser, comme je disais tout à l'heure. Il y a le Suncast, il y a la technique CAP. Il y en a plein, mais effectivement, comme tu dis, ce qui est super intéressant, c'est la synchronisation. En fait, alors, c'est très dur au téléphone, parce qu'on est privé de nos sens. On n'a que notre voix. D'où l'importance de, comme tu disais, de faire la pige debout, ça donne plus d'énergie, etc. Oui. Mais en tout cas, vraiment, l'important, c'est de se synchroniser avec notre prospect. Il faut que notre prospect se sente comme nous. Il faut qu'on soit comme lui. On est des caméléons. Un négociateur immobilier, c'est un caméléon. On doit s'adapter à notre cible. Et c'est pareil en pige. Et on doit se synchroniser en fonction de qui on a affaire. C'est aussi simple que ça. La pige, c'est essentiel. Tu es d'accord avec moi? Il y a des gens Ah ouais, alors ça, justement, là, tu vas toucher un sujet qui m'agace énormément en ce moment. Je pense qu'on pense à la même chose. Aujourd'hui, ça a été accentué avec les confinements. Moi, je le vois aussi avec mes coachés. C'est humain. On cherche la facilité. La facilité, il y a des alors, bien que c'est une facilité relative, et je sais de quoi je parle en termes de marketing digital, parce que c'est dur. On cherche la facilité et beaucoup de débutants croient que ça y est, je vais mettre une annonce sur Facebook, j'ai 10 mandats qui vont rentrer. Malheureusement, certains vendeurs, je vois quasiment tous les jours des publications sponsorisées sur Facebook ou autres réseaux sociaux qui vont dire je rentre des mandats rien que sur le canapé grâce à cette technique marketing digital, inscrivez-vous, formation, naninana. Je fais plus de pige, naninana. N'allez pas là-dedans, c'est mort d'avance. Ça marche pas, c'est sûr. Au début, surtout au début, la pige est indispensable pour toutes les raisons qu'on a vues aujourd'hui, au même titre que toutes les techniques ancestrales, prospection physique, pige relationnelle, etc. La pige immobilière, c'est indispensable. C'est la méthode la plus efficace
pour rentrer du mandat le plus vite possible, puisqu'on s'adresse à des personnes qui sont déjà vendeurs. Donc, si vous voulez surtout si vous débutez, générer du chiffre d'affaires le plus vite possible quand vous débutez, il n'y a pas 36 solutions. La pige sera indispensable pour démarrer le plus vite possible. Alors après, effectivement, au bout de quelques années, forcément, on va la réduire. Et moi, je fais plus de pige aujourd'hui, où c'est extrêmement, extrêmement rare. Par contre, je vais quand même sur la pige, pour toutes les raisons secondaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Le fameux baromètre. Et ça m'arrive de temps en temps, tiens, pourquoi pas, j'en ferai pas un petit peu là, tiens, je commence un peu à descendre en termes de mandat, je vais essayer de refaire un peu le stock, je m'adapte, mais je suis pas dans le besoin, si tu veux. Par contre, quand on démarre, le besoin est réel. Le besoin est réel. Donc oui, pige hyper important, et au même titre que les techniques de prospection ancestrale. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si on n'a pas l'expérience et, on va dire, le flux de mandats qui rentrent par les autres moyens de prospection, c'est dangereux de s'en passer. Ça, c'est sûr. C'est clair. Et puis, le baromètre dont tu parlais tout à l'heure, il est hyper important parce que ça permet vraiment, alors pour ceux qui n'étaient pas là tout au début, ça permet vraiment de savoir où en est votre marché immobilier à l'instant T. Et si vous avez un client qui vous dit « Tiens, j'ai visité telle maison ou tel appartement » et que vous êtes même, en tant que professionnel, vous n'êtes pas au courant que cette maison elle est à vendre, vous perdez des points parce que vous ne connaissez pas votre marché. Donc, il est extrêmement important de faire de la pige téléphonique. Et effectivement, toutes les formations que vous pouvez voir sur le net qui vous disent « Ne perdez pas votre temps », moi, je rentre 10 nouveaux clients sans appel téléphonique. C'est pas vrai. Même si effectivement, avec une bonne stratégie de digital, on peut réussir, bien évidemment, à faire quelque chose. Mais je peux vous garantir que j'ai interviewé Kevin de Clermont-Ferrand, qui est chez KW à Clermont-Ferrand. Et je peux vous dire que si vous allez sur son Instagram, vous allez pouvoir voir ce qu'il fait. Kevin Clermont, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, le digital. Parce qu'en fait, il faut faire des vidéos, des présentations, des stories, des images pour pouvoir mettre sur Insta, etc. ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un travail de titan. Il est beaucoup plus simple de prendre son téléphone et d'appeler des gens que d'être un pro du digital. Je peux vous le garantir. Donc, toutes ces formations, elles ne sont pas réelles dans le sens où elles ne vous disent pas la vérité. En tout cas, celles qui vous disent n'appelez plus et utilisez plutôt le digital, c'est mieux, ce n'est pas vrai. Celles qui vous disent prenez en parallèle le digital avec le téléphone, ok, il n'y a pas de souci, ça c'est important et il faut le faire, mais sinon ne le faites pas. Tiens, tu as trouvé un client, Adrien Aria, qui est sur Facebook, qui nous dit est-ce que tu veux bien me faire une formation pige? Le digital, je vais y répondre. Le digital, quand on démarre, il faut que ça représente grand max 20%. Et je dis grand max. Hein. Après, avec l'expérience, on peut inverser, on va dire équilibrer. Mais quand on démarre, et c'est une stratégie à moyen long terme, le digital. Moi, je sais, je fais aussi beaucoup de coaching sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux, sur le blogging, le référencement SEO, tout ça, j'en fais beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de débutants qui me sollicitent et je leur ai dit ouais, mais pas de problème, hein, je vais te former, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu crois, alors avec Facebook, c'est un peu différent. Avec Facebook, ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre live. Avec Facebook, je suis capable aujourd'hui de te faire des mandats très rapidement parce que Facebook, quand on publie dans certains groupes très locaux, qu'on se crée une audience rapidement, ça peut aller plus vite. Mais c'est dangereux de focaliser son attention que sur le digital au titre que c'est plus facile, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs parce que ça demande de la méthodologie. Combien de mandataires arrêtent parce qu'ils se sont fait avoir par ce genre de stratégie, parce que ils perdent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois parce qu'ils ne se sont pas focalisés sur les méthodes ancestrales qui fonctionnent et qu'ils se retrouvent 6 mois après à devoir toujours payer un pack et avoir des frais alors qu'ils ont rentré 0 comme chiffre d'affaires, parce que s'ils avaient été bien formés au départ, finalement, ils auraient pu inverser la tendance, quoi. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Le secret est là. Exactement. Écoutez, en tout cas, j'étais super ravi de répondre à toutes vos questions. On en a eu une tonne de questions.
Et du coup, c'est génial quand c'est comme ça parce que justement, c'est très direct et toi, tu arrives à répondre à toutes les questions. On voit que tu connais exactement ton sujet. Et encore, Comment? j'ai lâché que 20% de ce que je donne en coaching. C'est normal. Mais tu en as donné déjà pas mal. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose qu'on a vraiment compris dans ce live, c'est que la fiche téléphonique, d'une part, c'est obligatoire parce que ça vous permet forcément de savoir ce qui est à vendre sur le marché. D'autre part, c'est important parce que ça vous permet de vous entraîner à la réponse aux objections. Et je pense que de toute façon, quand on est un véritable conseiller immobilier, il faut savoir répondre aux objections. C'est juste naturel. Donc, entraînez-vous. On ne devient pas un sportif de haut niveau quand on ne s'entraîne pas. Et donc, on ne devient pas un conseiller de haut niveau si on ne s'entraîne pas. Ça, c'est la même chose. Et d'autre part, il faut avoir une très, très bonne énergie quand on répond, quand on appelle les gens. Et donc, choisissez un moment où vous êtes vraiment dans un bel environnement, dans une énergie qui est bonne, où vous allez pouvoir vraiment décrocher le téléphone et dire « j'y vais à fond ». Mettez une musique avant si vous voulez, parce que c'est hyper important d'être vraiment à fond quand on appelle les gens. Il est indispensable, je pense, de kiffer ce qu'on fait. Donc, c'est pareil, si jamais vous n'aimez pas la fiche téléphonique et que vous préférez sortir, faire du porte-à-porte, aller voir les commerçants, etc., vous pouvez aussi choisir cette façon-là. La fiche téléphonique, elle est indispensable, mais elle est importante, mais elle n'est pas indispensable pour un conseiller. Il y a des conseillers qui y arrivent sans faire de la fiche téléphonique. Mais par contre, quand on est débutant, c'est bien de le faire parce que c'est un véritable entraînement. Il y a un livre, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle « Non, c'est bon ». C'est un livre que vous pouvez voir sur Amazon qui est vraiment génial et qui vous permet de, quand on fait de la pige, de plus parier sur les non que sur les oui. En fait, c'est une histoire de statistiques. On sait que, par exemple, il y a des conseillers qui vont faire un rendez-vous sur 2 appels. Il y a des conseillers qui vont faire un rendez-vous sur 3, sur 4, sur 5. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait que plus on va appeler et plus on aura statistiquement de non, c'est-à-dire des gens qui vont raccrocher sans prendre de rendez-vous, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas la prochaine fois, hein, mais au final, plus statistiquement, vous allez avoir des oui. Donc, pour pouvoir avoir un mindset de ouf, pariez plutôt sur des non que sur des oui. C'est-à-dire que si jamais vous prenez le matin, vous dites, moi, ce matin, j'ai besoin d'avoir 50 non, vous allez appeler 50 personnes ou 60 personnes et vous allez peut-être décrocher 10 oui pour les 50 non que vous aurez. Et plus vous aurez de non, au final, statistiquement, plus vous allez décrocher des oui. Et ça, c'est une façon de voir la pige différemment parce qu'il y a des conseillers qui décrochent le téléphone, première fois non, deuxième fois non, troisième fois non, et ensuite, non, c'est pas ma journée, j'arrête. Voilà. Et donc, dites-vous bien que les noms sont obligatoires. Dites-vous bien que les gens qui raccrochent au téléphone sont obligatoires. C'est tout le monde. Je veux dire, Jonathan, il les a. Moi, je les ai. Le meilleur des pigistes, il les a. On a tous des noms à un moment donné. On a tous des… Voilà, la vie, elle n'est pas… Si la vie était comme ça, était plate, ça serait comme une courbe dans ces lots encéphalogrammes. Là, je ne sais plus, ça serait plat, c'est-à-dire qu'on serait mort. En fait, des fois, ça monte et des fois, ça descend. Des fois, on est dans la bonne énergie. Des fois, on est dans une énergie basse, mais c'est tout à fait normal. C'est la vie. Exactement. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner, Jonathan, pour toutes les personnes qui nous regardent? Il y a combien de personnes, du coup, aujourd'hui qui regardent? Alors, c'est difficile de te dire exactement combien il y a de personnes. On a eu à peu près une trentaine de cumulés de personnes. Là, on est à 20. D'accord. Je vais rejoindre un peu à ce que tu disais. C'était que c'est qu'il faut s'entraîner et qu'il faut en bouffer. Il faut en bouffer. C'est de l'entraînement. C'est en mangeant qu'on affûtera son langage, qu'on se synchronisera à sa cible, qu'on répondra aux objections, qu'on relancera nos prospects. Tu disais,
plus tu auras de noms. Enfin, en fait, plus t'en fais, c'est la loi des chiffres. En fait, c'est que ça revient à l'entonnoir. Sur 50 appels, tu vas avoir peut-être 25 rendez-vous, et sur les 25 rendez-vous, tu auras 10 mandats, et sur 10 mandats, tu auras 3 ventes. C'est la loi des chiffres. C'est aussi simple que ça. C'est ça, Alors, exactement. Comme je le disais, moi, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent j'arrive à avoir 10% de rendez-vous. Ça, c'est pareil. En coaching, on parle d'objectifs. Il faut se fixer des objectifs, savoir où est-ce qu'on en est, se fixer des objectifs en court, moyen, long terme. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent moi, j'arrive à rien. Je me fais toujours balader. J'ai aucune méthode. Et on s'aperçoit rapidement, au bout de 2 ou 3 semaines, qu'ils vont être à 30-40%, et puis 2 mois après, qu'ils vont être à 60%. L'idée, elle est là. C'est de vraiment d'en faire le maximum d'appels pour un maximum de rendez-vous, pour un maximum de mandats, pour un maximum de ventes. Si vous appelez 3 piges comme ça de temps en temps, ça marchera pas. C'est vraiment du travail d'entraînement. C'est le sportif, c'est ce que tu disais. T'as un logiciel particulier, toi, que tu utilises pour la pige, pour le suivi? Avant, j'utilisais Direct Mandat. D'accord. À l'époque, mais maintenant, non, je suis abonné à rien. D'accord. Quand je veux aller, quand je veux juste vérifier, alors je sais que, justement, il y a Ilias qui nous c'est Ilias qui m'avait fait découvrir un truc gratuit, mais j'ai mangé. C'est Ilias, tu es de là, marque dans le chat, s'il te plaît, le nom là, du logiciel gratuit. Donc ça, c'est intéressant, c'est une solution gratuite. Qui recense, mais sinon non, moi quand je veux suivre un petit peu, je vais sur Le Bon Coin et je vais sur Castorus, ça me suffit. Ouais, il suffit d'avoir un endroit où vous pouvez éventuellement faire votre suivi et du coup savoir exactement quand à rappeler les gens, de manière à pouvoir être au plus près de leur planning et de votre planning, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Super. Ça, par contre, c'est hyper important. Voilà, Ilias, il le met. Tactic-IMO, mais c'est payant en Tactic-IMO. Ah, il m'avait proposé une solution gratuite. Non, mais le suivi, vous rendez pas compte comment vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Notre métier, de toute façon, c'est du suivi. On suit les piges, on suit les vendeurs, on suit les acheteurs, on suit les compromis. Notre métier, c'est du suivi et c'est de la relance. La pige, c'est pareil. Alors après, peu importe les supports que vous allez utiliser, certains vont se mettre des notifications dans leur agenda électronique. Moi, je suis très papier. Moi, je sais qu'à l'époque, ça c'était pareil, c'est mon ancienne prof qui avait donné la technique à l'époque. Elle avait appelé ça le classeur 31. Vous faites un classeur avec 31 intercalaires, et au moment de faire donc votre pige, vous avez un refus. Bien entendu, pendant que vous faites votre pige, vous avez votre feuille où vous notez tout ce qui se passe dans le rendez-vous. Donc vous avez un avatar, et sur votre feuille, vous notez de rappeler la personne à telle date. Et cette feuille, vous la mettez, là, si on est le premier et que vous avez décidé de relancer d'ici 15 jours, cette feuille, vous la mettez au 15. Et tous les jours, le rituel du matin, c'est d'ouvrir le classeur 31 et vous avez vos tâches de la journée. Moi, j'aimais bien faire comme ça. Après, chacun a sa façon de faire. Mais au moins, j'ouvre mon classeur. Ah, tiens, il y a 2 semaines, j'ai appelé lui. Ok, donc c'est une maison contemporaine. Ok, il veut ça. Pourquoi il m'avait dit non? Ok, agence trop chère. Ok, allez, je rappelle. C'est un super conseil, j'adore. En fait, c'est vraiment un super conseil parce que aujourd'hui, on est vraiment dans le digital, mais en fait, finalement, avoir un classeur avec 31 jours et à chaque fois, finalement, se dire, tiens, hop, celui-là, je vais le rappeler le 15 du mois prochain, boum, je le mets au 15. Ça permet justement de bien s'organiser et ça permet de ne rien louper. Et tous les matins, on sait combien on est. Tous les matins, on regarde notre classeur, on dit tiens, il faut que je rappelle lui, il faut que je rappelle lui, il faut que je rappelle lui. C'est un super conseil, j'adore. C'est rigolo parce que je vois Marjorie Barrère qui met le fameux classeur 31, je l'ai encore. Ouais. Et à l'époque, je sais où. Je pense qu'on a eu la même personne. Tu sais pourquoi c'est génial? Parce qu'à l'heure du digital, se servir d'un classeur, ça paraît ouf, mais pourtant, ça paraît tellement naturel et finalement très facile d'utilisation parce qu'on sait qu'on a ce classeur-là pour la pige et que on a juste à mettre dans les dates des jours. Je trouve ça vraiment génial. Génial. Je suis assez… Alors, c'est vrai que c'est contradictoire parce que, question marketing digital, je fais ce qu'il faut. Mais d'un autre côté, sur l'organisationnel, je suis très papier. Je sais pas, avec le papier, moi, j'oublie moins. C'est-à-dire que tu vas te mettre une notification dans l'agenda, tu vas recevoir une notification, entre-temps, tu as un appel, tu oublies, c'est bon. Tu as oublié d'appeler, c'est fini. Le classeur 31, il est sur le bureau, tu sais que tous les matins, c'est ton rituel, tu l'ouvres et pam.
Génial. J'avais reçu aussi Martial sur Secret de Pige. Et pareil, il utilise aussi beaucoup de techniques comme ça. Il utilise son agenda papier, etc. Agenda papier, pareil. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce beau live. Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de contenu. J'en étais sûr. Et en fait, tu nous as vraiment donné beaucoup de choses. Et j'adore les lives comme ça parce qu'il y avait beaucoup de monde et il y a eu beaucoup de questions. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je voulais te remercier énormément d'avoir accepté, Jonathan, ce live. Je pense que tout le monde a apprécié. Et j'espère que vous avez tous apprécié. Si jamais vous appréciez, n'hésitez pas à partager ce live. C'est important parce que c'est important pour Jonathan, c'est important pour la chaîne aussi, Secret de Pige. Et c'est important pour tout le monde finalement et pour tous les gens qui sont autour de vous parce que ils vont apprécier que vous leur donniez une vraie vidéo avec beaucoup de contenu. Je vous souhaite une très très belle journée. Jonathan, tu restes là, tu restes branché. On se revoit dans quelques secondes en off. Et à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Secret de Pige. Bye bye. Merci à I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you